Le partage, la dimension européenne, l'innovation, ça va être sans doute quelques-uns des aspects que vous évoquerez dans un instant. Je vous passe la parole. Vous êtes un homme de l'art puisque vous êtes médecin, vous-même neurologue. Vous êtes rapporteur général de la Commission des affaires sociales et vous êtes donc le parrain du Forum Data Santé, député de l'Isère. Olivier Véran, je vous en prie, pour ouvrir le Forum Data Santé. Merci. Bonjour à toutes et tous, je suis très heureux d'être avec vous. C'est pas la première fois que je viens et je sais toute l'action que vous menez pour promouvoir la question du numérique en santé sur le territoire national. C'est vrai qu'en plus ça intervient à un moment particulier puisque nous venons d'examiner et d'adopter en première lecture la loi Ma Santé 2022 qui contient un volet numérique important et nous sommes à l'aube de l'examen d'une loi bioéthique, j'y reviendrai tout à l'heure, qui aura sans doute des choses à raconter aussi en matière de médecine préventive, prédictive, préemptive, etc. Donc la médecine des 4 P. La France a de formidables atouts en matière de numérique et santé. D'abord, on a presque la meilleure école de mathématiques au monde. On a la 2e meilleure, avec 13 médailles Fields contre 14 médailles pour les Américains, ce qui fait qu'en fait, les mathématiciens français sont reconnus dans le monde entier et que, mine de rien, d'avoir cet avantage sur l'excellence en mathématiques est quelque chose qui participe de l'aura de la France à l'international. Nous avons aussi un réseau d'entreprises, un réseau de start-up en intelligence artificielle, en technologie de la santé, qui est un réseau qui est intéressant avec plusieurs centaines de start-up déjà et beaucoup de progrès et beaucoup de grandes avancées qui ont été portées par l'industrie d'innovation française. On pense évidemment à Carmat avec le cœur artificiel, on pense aussi, finalement il y a quasiment pas de semaine qui se déroule sans qu'on apprenne qu'une entreprise a développé quelque chose de nouveau. Alors j'ai l'habitude de citer Cardiologue Technologies parce que j'aime bien. C'est cette lecture sur Internet des électrocardiogrammes qui permet, avec une valeur prédictive positive supérieure à l'œil du cardiologue, de déterminer à l'avance si le patient va souffrir de troubles du rythme cardiaque, par exemple. Donc moi je suis médecin, je suis neurologue et on est en train progressivement de se rendre compte que les technologies nous renforcent dans notre exercice et même parfois sont en train de dépasser l'œil humain, dépasser les connaissances humaines. Et c'est très bien que des entreprises françaises puissent être à la pointe. Je ne peux pas ne pas citer Clinatech aussi à Grenoble, si vous connaissez ce centre de recherche biomédicale qui est porté par le professeur Benhabid et qui est en train de développer énormément de choses, comme par exemple cet exosquelette commandé par des ondes mentales, enfin par la pensée, via un implant sur la dure mère et qui permet de commander un exosquelette et qui permet à un tétraplégique de se déplacer, etc. Donc on est en train de franchir des frontières qu'on pensait totalement infranchissables. C'est ça qui est sympa en fait quand on fait de la santé en ce moment et de la médecine, c'est qu'on est dans la science-fiction quasiment en permanence et pour l'intérêt général, pour le bien-être de l'humain. On a aussi un autre atout, c'est qu'on a un fichier de données qui est phénoménal. Alors ça fait 10 ans que je dis ça, 10 ans qu'on dit tout ça. C'est vrai qu'on a 60 millions d'utilisateurs, 70 millions d'utilisateurs de données de santé qui se reposent sur plusieurs fichiers qui jusqu'ici n'étaient peut-être pas suffisamment harmonisés mais qui avaient le mérite d'exister. D'autres pays depuis ont mis en place des fichiers harmonisés, uniformisés en matière de data en santé, mais la France a quand même ce savoir-faire et cette expertise. Et puis, petit clin d'œil, on est aussi en avance en matière de protection, puisque les systèmes européens en données de santé se sont d'abord construits sur la notion de protection, là où certains systèmes à l'international se sont d'abord construits sur l'innovation, parfois à l'excès, dans un sens comme dans l'autre. Moi, je me souviens de la loi santé de 2015, où c'était même certaines associations de patients qui disaient qu'on ne faisait pas l'open data, mais qu'on faisait le closed data, tellement les conditions d'accès aux données de santé étaient complexes et ça nuisait à la lisibilité et à la visibilité du système. À l'inverse, je suis allé en Chine l'année dernière, ça m'avait marqué, je revois à Shanghai, 23 millions d'habitants, je vois 3 jeunes start-upers, pas 30 ans, qui sont vus confier l'exploitation des données utilisateurs, des consommateurs de la périphérie de Shanghai. Et ils nous ont présenté leur data center dans un immeuble flambant neuf de Shanghai. Très sympa, hein, les gars d'ailleurs très sympa, totalement détendu, qui nous disaient, voilà, là on sait, l'utilisateur, il a acheté telle télévision, et donc on va être capable de prévoir son profil de consommation. Puis moi je pose la question, je dis, et par rapport aux données de santé, qui les gère ? Je ne comprends pas votre question. Ben, qui gère les données de santé de ces consommateurs ? C'est nous. Enfin, on en a. Mais vous savez, ça n'a aucune valeur commerciale pour nous, donc on ne l'exploite pas. Vous voyez, on est quand même dans 2 mondes radicalement différents.
Un monde dans lequel vous pouvez avoir l'ensemble des données, et y compris les données de santé, et ce n'est pas un problème, et un autre monde dans lequel, jusqu'ici, vous aviez une source inépuisable de données de santé, mais qu'il ne fallait surtout pas exploiter parce que la protection devait primer sur tout le reste. Évidemment que la protection doit primer, et je rassure tout le monde ici, la protection continuera de primer. Mais il nous manquait quelque chose d'opérationnel pour pouvoir participer à la bataille mondiale, au service de l'intérêt général et des patients, en matière de médecine prédictive portée par le numérique. On avait quelques manques, on a quelques manques aussi en France, à côté des atouts. Notamment, il nous manquait jusqu'ici une plateforme donc simplifiée d'accès aux données de santé, une plateforme à la fois publique et privée. Et c'est maintenant chose faite avec cet Institut national des données de santé. Ma collègue Alban Gaillot, qui a suivi toutes les auditions au Parlement dans le cadre des travaux préparatoires à la loi, vous en parlera avec beaucoup plus de technicité que moi, parce que c'est extrêmement quand même compliqué. J'ai suivi comme de près les débats, savoir s'il fallait que ce soit une SS ou un GIP amélioré. J'en comprends évidemment les enjeux. Il n'empêche que nous aurons maintenant une plateforme avec l'ensemble des données, qu'elles soient SNIRAM, PMSI, CEPIDC, également des échantillons de données de l'AMC, et puis la CNSA, etc. Donc cette espèce de gros bloc de données de santé qui était indispensable et pour lequel je sais qu'il y avait énormément d'attentes aussi dans le secteur économique, parce que c'est important de pousser l'économie de l'innovation dans le secteur de la santé. Il nous manque aussi, je pense, aussi une vision européenne. On n'a pas vocation à rester tout seul en gaulois avec nos données et notre savoir-faire. Je pense qu'on a intérêt à mutualiser avec nos partenaires européens. Je ne sais pas si vous savez, mais en Europe, il y a plus de programmeurs en intelligence artificielle qu'aux États-Unis. C'est-à-dire que si on met ensemble nos connaissances et nos compétences, nous sommes la première puissance de recherche et d'économie au monde dans le domaine de la programmation en intelligence artificielle. Et puis il y a les enjeux qui sont devant nous, notamment l'enjeu de la médecine algorithmique. Moi, aujourd'hui, je suis neurologue. J'étais hier matin encore en consultation à l'hôpital. Ça m'arrive le lundi matin. Je fais un diagnostic chez un patient de maladie neurodégénérative. J'ai à disposition les données de l'interrogatoire, les antécédents du patient, que je vais galérer encore pour aller chercher puisque tout n'est pas uniformisé, que le DMP n'est pas complètement encore opérationnel. Donc je ne vais pas sortir mon téléphone pour appeler le médecin traitant quand il me manque des choses. Je vais demander au patient quel traitement il prenait l'année dernière, mais il ne s'en souvient plus vraiment. Or, ça a un impact. Mais toujours est-il que j'ai ces données cliniques. Je vais examiner mon malade. Et puis, je vais avoir les données de l'IRM que je vais avoir sur mon ordinateur, des données de biologie, de ponction lombaire. Et à partir de là, j'ai quelques dizaines de données et mon cerveau humain est capable de faire un brassage de ces données pour dire écoutez, vous avez probablement ce type de pathologie et manifestement ce type de traitement est le traitement qui vous conviendra le mieux. Mais ça, c'est quasiment fini. Enfin, on le sait. Ça, c'est quasiment terminé. Les NBIC, les nanotechnobiologies, l'informatique, la génomique sont en train de révolutionner ces façons de soigner et d'envisager les maladies et les malades et les traitements. Et demain, si je dois brasser non plus quelques dizaines de données cliniques et d'imagerie, biologie, mais que je dois rajouter en plus le profil génétique particulier du patient pour faire de la médecine personnalisée, là, mon cerveau humain, il n'est pas capable d'avoir ce raisonnement-là. Donc, j'ai besoin demain d'avoir des algorithmes décisionnels qui vont m'accompagner dans mes processus de soins et d'accompagnement thérapeutique des patients. Et donc, pour ça, j'aurai besoin de ces algorithmes. Et moi, je souhaite que la France puisse être un pays dans lequel on développe ces algorithmes. Et on a pris un peu de retard parce que, à vouloir tout baser sur la protection en ayant très très peur d'aller innover parce qu'il fallait faire très très attention, du coup, est-ce que ce sera plus propre demain qu'on aille acheter des algorithmes produits aux États-Unis ou en Chine dans des conditions franchement beaucoup plus douteuses que ce qu'on est capable de faire en France? Je ne le crois pas. Donc nous devons prendre part de façon sereine, en rassurant les gens, en expliquant ce que nous faisons. Mais nous devons prendre part à cette compétition internationale. Et je crois que cet Institut des données de santé, ce Health Data Hub, est maintenant un outil qui va nous y permettre. Il faudra aussi un business model pour les data, c'est important. Il faut être capable de modéliser les flux de données. C'est quelque chose qui doit être envisagé à l'avenir. Et puis, des enjeux éthiques, je le disais avec la notion de protection tout à l'heure, mais beaucoup d'enjeux qui sont devant nous. Par exemple, dans la loi de bioéthique, est-ce que nous allons aborder la question du dépistage génomique personnel?
Vous savez, aujourd'hui aux États-Unis, vous avez des sites Internet, vous envoyez un bout de votre salive et puis ils peuvent vous répondre sur un dépistage a priori d'un certain nombre de maladies génétiques, etc. C'est interdit en Europe, sauf je crois en Irlande et aux Pays-Bas. Ça reste interdit en France. À titre personnel, je souhaite que ça reste interdit en France, mais ça fait partie des choses qui sont en train de nous arriver. C'est-à-dire que ça arrive par le biais du consommateur, par le biais des usagers qui sont de plus en plus nombreux à souhaiter maîtriser le recours à ces technologies, etc. Donc on voit bien que nous vivons une période de très grand bouleversement dans le domaine de la technologie de santé et que les data en santé sont un outil absolument fondamental, indispensable pour être capable d'avancer dans de bonnes conditions, en gardant pour objectif évidemment premier celui de l'intérêt des patients, le bon traitement au bon patient au bon moment, mais en ne perdant pas de vue non plus que le numérique est une formidable chance pour la santé, mais la santé est aussi une formidable chance pour le numérique, et le numérique est une formidable chance et d'opportunité pour l'emploi. Donc voilà, j'espère que maintenant nous serons bien outillés en France. C'est à vous de nous dire aussi si ça vous semble aller suffisamment loin, si vous avez des craintes, si vous avez des questions, si vous avez des aspirations. Ce genre de colloque est fait pour ça. Je remercie encore une fois les organisateurs, et puis je vous souhaite à tous et toutes une très bonne matinée.